Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je me présente, Guylaine Auger, nouvelle directrice générale de l'APSAM, soit l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur affaires municipales. C'est avec enthousiasme que j'ai récemment intégré l'équipe de l'APSAM après plusieurs années d'expérience en santé au travail. Il me fait plaisir de vous accueillir ce matin pour notre événement Nouveautés en SST, s'informer, s'outiller et agir, printemps 2025. Avant de débuter, voici quelques conseils. Étant donné le nombre de participants et de participantes, vous n'avez pas accès au micro. Vous êtes invité à poser vos questions dans la section questions-réponses située à la droite de votre écran. Deux conseillères en prévention de l'APSAM, Christine Lamarche et Anne-Claude Larivière, en sélectionneront quelques-unes pour les poser aux conférenciers lors de la période de questions. Nous vous encourageons à formuler des questions qui sont d'ordre général, puisque nous ne pourrons pas traiter les situations précises. Veuillez noter qu'aucune question ne sera répondue par écrit. Si votre question n'est pas répondue dans le cadre de ce webinaire ou si elle porte sur un aspect spécifique de votre organisation, n'hésitez pas à l'adresser au conseiller attitré à votre dossier. Pour vous aider à acheminer votre demande, le nom de la personne responsable est indiqué sur chaque diapositive de la présentation. Enfin, nous vous rappelons que cet événement est enregistré et sera rendu disponible, tout comme la présentation, à une date ultérieure sur notre site web. Dans le cadre de ce webinaire, plusieurs membres de notre équipe se relaieront pour vous présenter les principaux changements légaux et réglementaires d'intérêt pour le secteur municipal, ainsi que les plus récents outils développés pour vous soutenir dans la prise en charge de la SST. De plus, nous en profiterons pour vous informer de nos nouveautés en formation. Je vous rappelle que la mission de l'APSAM est de soutenir l'ensemble des organismes municipaux du Québec, que ce soit les villes, les municipalités, les MRC, les régies intermunicipales ou les sociétés de transport, dans la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. Pour ce faire, nous offrons 4 grandes catégories de services, à savoir le conseil, l'assistance technique, l'information, la formation, ainsi que la recherche et la documentation. Si vous avez des questions sur la prévention en SST, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous invitons également à visiter notre site web qui contient une multitude d'informations, notamment à propos des changements légaux et réglementaires en SST. À ce sujet, j'invite Audrey-Anne Allaire, conseillère en prévention, à prendre la parole. Je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Merci, Guylaine. Donc, effectivement, la première partie du webinaire va porter autant sur les projets de règlement, changements réglementaires là, en vigueur ou à venir qui présentent un intérêt pour le secteur municipal. Vous le savez, quand on prend action dans un dossier, quand on vient prioriser un dossier, bien, un des éléments qui peut faire en sorte qu'on ait cette priorisation-là, bien, c'est la nécessité de se conformer là, à différentes exigences légales et réglementaires. D'abord, pour ceux qui sont habitués de nos webinaires, ce sera un rappel, mais pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, eh bien, sachez qu'il y a différentes sources d'informations qui permettent de se tenir à jour en ce qui a trait au projet de règlement, aux modifications réglementaires. Parmi celles-ci, bien évidemment, on retrouve la Gazette officielle du Québec là, qui, chaque mercredi, publie ses nouveautés, mais également là, la page sur les projets de règlement et changements réglementaires de la CNSST. Cela étant dit, j'attire principalement votre attention sur la planification des travaux réglementaires 2024-2027 de la CNSST qui a récemment été mise à jour. En effet, il y a différents sujets qui ont été soit modifiés ou même ajoutés dans cette version actualisée, notamment en lien avec l'ergonomie, la sécurité machine. Pour avoir un portrait plus complet, je vous invite à consulter l'article d'actualité qui a été rédigé à ce sujet. En fait, il se trouve dans la section actualité de notre site web où d'ailleurs, on vient centraliser toute l'information qui est pertinente, notamment aux modifications réglementaires. Donc, je vous invite là, à la consulter régulièrement. Et encore plus facile, là, si vous souhaitez vous abonner à notre infolette, l'information va vous être transmise là, via votre boîte courriel directement. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on va utiliser encore une fois l'application Slido qui nous permet, autant qu'on soit à distance, mais d'interagir un peu ensemble. En fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est à prendre votre téléphone cellulaire, oui, c'est ça, et à scanner finalement le code QR que vous voyez à l'écran. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez aussi tout simplement utiliser votre téléphone, votre ordinateur et aller sur slido.com et rentrer le code QR, là, finalement, pas le code, pardon, QR, mais le code numérique qui apparaît
apparaît sur la présentation. En fait, ça nous permet de vous poser des questions et de votre côté, de répondre au fur et à mesure qui vont apparaître sur votre téléphone ou votre ordinateur. Sachez que toutes les réponses sont anonymes et les résultats vont apparaître en temps réel. On a bloqué avec Slido la possibilité de faire un question-réponse pour centraliser finalement vos questions dans le question-réponse de l'événement. Donc, on vous invite, là, au cas où que ça ne fonctionnerait pas, vraiment à privilégier le question-réponse de l'événement Teams. Donc, première question, en fait, qui s'adresse à vous ce matin, un classique vrai ou faux. Vrai ou faux, les organisations municipales doivent actuellement se conformer aux exigences, aux nouvelles exigences pour les mécanismes de prévention et de participation en vue de la modernisation du régime de santé-sécurité du travail. Donc, quand on parle de mécanismes de prévention et de participation, sachez qu'on réfère notamment là, au programme de prévention, comité santé-sécurité, représentants ou agents de liaison en santé et en sécurité. Donc, on voit déjà qu'une majorité de personnes affirment que cette affirmation, finalement, elle est vraie. Il y a un petit pourcentage qui vient peut-être de se rectifier finalement à la vue là, des autres résultats, finalement, qui disaient que c'était faux. Mais vous avez tous raison. Cette affirmation-là, elle est vraie. En fait, dans le cadre du régime transitoire, là, qui est le régime intérimaire, il y a de nouvelles exigences en lien avec ces mécanismes-là qui sont entrés en vigueur depuis avril 2022 et qui concernent l'ensemble des secteurs d'activité, donc vous aurez compris là, aussi le secteur municipal. Pourquoi je vous en parle, en fait, c'est que en avril dernier, il y a eu le dépôt du projet de loi 101 qui vise l'amélioration de certaines lois du travail, y compris la loi sur la santé et sécurité du travail et la loi modernisant le régime de santé et de sécurité. Et une des principales modifications qui est proposée, en fait, là, parce qu'on parle de proposer, vu que c'est un projet de loi encore, là, ça n'a pas été adopté, eh bien, c'est de reporter finalement la date d'entrée maximale des dispositions permanentes là, liées aux mécanismes de prévention et de participation. Donc, si le projet de loi est adopté tel quel, en fait, ce délai-là serait repoussé d'1 an. Donc, la date maximale d'entrée en vigueur de ces dispositions finales et permanentes serait le 6 octobre 2026 et non 2025 comme prévu initialement. Donc, c'est sûr que c'est quand même considérable parce que ça vient toucher là, des éléments qui sont essentiels au niveau de notre système de gestion, comme je le disais, programme de prévention, comité santé-sécurité, représentant ou agent de liaison en santé-sécurité. Élément important à retenir, c'est que jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions permanentes, l'ensemble des organisations municipales demeurent tenues d'appliquer finalement les obligations du régime transitoire, du régime intérimaire. Donc, si ce n'est pas fait de votre côté, s'il y a de l'ambiguïté par rapport à ça, évidemment, on vous invite là, à nous contacter pour qu'on puisse vous soutenir dans ce dossier. Autre modification réglementaire dans un sujet tout à fait totalement différent. En fait, en juin 2023, l'APSAM vous informait qu'il y aurait une nouvelle section dans le règlement sur la santé et sécurité du travail qui porterait spécifiquement sur les travaux d'arboriculture. Et une des exigences était pour le travailleur qui effectue des travaux d'arboriculture d'être titulaire finalement d'un certificat de qualification en arboriculture de la classe appropriée ou de détenir là, finalement un permis d'apprenti valide. Initialement, cette exigence-là devait entrer en vigueur au 8 juin 2025, mais on a eu la confirmation officielle là, justement hier dans la Gazette que ce délai serait reporté d'1 an. Donc, le délai pour obtenir ce certificat est reporté finalement au 8 juin 2026. On attend des précisions par rapport au processus d'obtention du certificat de qualification qui est géré par Emploi Québec. Donc, évidemment, là, quand l'APSAM sera au fait de ces détails-là, nous verrons à les communiquer le plus rapidement possible à l'ensemble de la clientèle. Donc, pour poursuivre sur les changements légaux et réglementaires, je cède la parole à ma collègue Hélène. Oui, bonjour à tous. Enfin est parue dans la Gazette officielle hier la modification réglementaire au premier paragraphe de l'article 302 du règlement sur la santé et sécurité du travail, soit le remplacement de la valeur de 20,5 % par 19,5 %. Par conséquent, il faut programmer la basse alarme des détecteurs multigaz utilisés en espace clos à 19,5 %. Donc, cette modification rentre en vigueur dans 15 jours, soit le 5 juin.
Ce changement était rendu nécessaire en raison des limites technologiques de certains détecteurs multigaz qui sont instables lorsque la basse alarme d'oxygène est programmée à 20,5. Donc, nous tenons à vous rappeler que lors d'une intervention en espace clos, il faut obligatoirement le ventiler en continu de manière à obtenir une atmosphère normale, notamment avec un taux d'oxygène se rapprochant le plus possible de 20,9 %. Maintenant, voici les changements réglementaires concernant la protection contre les chutes et le sauvetage des travailleurs et travailleuses en suspension dans un harnais ou retenus par un filet de sécurité. Ces modifications sont apportées dans le Code de sécurité pour les travaux de construction en vigueur depuis le 19 février 2025. Ces modifications touchent les chantiers de construction tels que définis à l'article 1 de la Loi sur la santé et sécurité du travail et visent principalement à renforcer la protection et le sauvetage à la suite d'une chute. Voici certaines modifications apportées à votre attention, soit le remplacement des articles 2.9.1 et 2.9.2 quant à l'installation d'un garde-corps qui précise la distance maximale où il doit être placé, soit un maximum de 300 mm du bord du vide, et la hiérarchie des mesures de prévention à appliquer lors de l'installation d'un garde-corps en cas de retrait de celui-ci ou partiel de celui-ci ou d'impossibilité de son installation. L'ajout des articles 2.9.5 à 2.9.5.3 portant sur le sauvetage porte sur le délai maximal de 15 minutes pour libérer un travailleur après une chute. Donc, c'est super important d'élaborer une procédure de sauvetage par le maître d'œuvre en collaboration avec les employeurs sur le chantier de construction qui priorise notamment l'utilisation d'appareils de levage des personnes et la formation des travailleurs chargés de l'application de cette procédure de sauvetage ainsi que des exercices pour l'éprouver. L'ajout de l'article 2.10.16 qui introduit le système de limitation de déplacement et précise les équipements requis, la distance de bordure en bordure du vide à respecter, soit 0,9 m, la résistance de l'ancrage ponctuel de 8 kN, ainsi que le marquage requis pour ce type d'ancrage. Nous vous invitons à consulter l'actualité, le terme « travail en hauteur » pour des ressources complémentaires ou vous pouvez toujours contacter notre collègue Annie-Claude Larivière qui est responsable de ce dossier à l'APSAM. Je passe maintenant la parole à Audrey-Anne. Oui, merci à Hélène d'avoir complété. Donc, deuxième partie du webinaire là, où on vient présenter les outils que l'APSAM a récemment développés finalement pour aider sa clientèle là, dans la prise en charge des différents risques qui sont inhérents aux travaux effectués dans le secteur municipal. En fait, en décembre dernier, on a fait paraître une actualité où on vient présenter les outils qui ont été développés un peu plus justement à l'été, à l'automne 2024. Donc, sans les reprendre exhaustivement avec vous ce matin, là, étant donné que l'information est centralisée dans cet article d'actualité-là, je vous propose quand même de faire un survol là, de ce qui a été développé. Donc, d'abord, en ergonomie, il y a la fiche d'ajustement pour un poste de travail informatisé qui est utilisé dans le cadre de la formation là, personnes ressources en ergonomie de bureau, qui est maintenant accessible à tous. Également, il y a eu le développement d'un aide-mémoire ainsi que de capsules vidéo pour soutenir l'ajustement spécifique d'un poste de conduite pour 3 types de véhicules, soit mécanique, électrique et un VUS avec terminal véhiculaire. Dans un autre dossier, prévention des accidents routiers, on a développé un modèle de politique de prévention, de procédure, pardon, sur la prévention des accidents routiers. Ça a été conçu finalement pour les employés municipaux qui, dans le cadre là, de leur fonction, ont à se déplacer à l'extérieur du bureau. Aussi, 3 outils ont été mis à votre disposition pour prendre en charge et gérer l'exposition au risque de bruit. Donc, on retrouve notamment une charte de projet, un plan d'action pour l'implantation d'un programme adapté finalement pour la prévention du bruit, notamment avec un guide sur des situations à risque et moyens de prévention qui y sont associés.
Toujours dans nos outils qui ont paru à l'automne dernier, s'est ajoutée une page sur notre site web qui concerne les changements climatiques. En fait, sur cette page, on retrouve des références qui ont une portée parfois plus générale, mais d'autres ressources qui ont une portée un petit peu plus spécifique en lien avec des événements naturels, notamment les vagues de chaleur, mais aussi les feux de forêt. Dans un tout autre registre, soit celui de la sécurité électrique, il y a 2 nouvelles fiches qui ont été développées. La première porte sur le code de sécurité chapitre 2, alors que la seconde traite des risques électriques lors de travaux sur des conduites métalliques d'aqueducs et d'égouts. Il y a également 7 capsules vidéo sur la sécurité électrique au niveau de la planification des travaux qui ont été réalisés, qui portent là, sur la manipulation sécuritaire là, en lien avec les dispositifs de sectionnement. Pour plus spécifiquement la clientèle policière et des services de sécurité incendie, il y a une nouvelle page sur la recherche des causes et des circonstances d'un incendie. Et cette page-là, finalement, abrite une fiche qui est la procédure de travail sécuritaire selon la zone d'intervention RCCI. Finalement, pour conclure ces outils qui ont été publiés plus précédemment, on retrouve le questionnaire au niveau du stress thermique chez les pompiers et les pompières, donc mesures de prévention pour les services de sécurité incendie. En fait, ce questionnaire aide au niveau de la prévention du stress thermique, des coups de chaleur, notamment lors d'interventions prolongées par temps chaud, ce qui est particulièrement pertinent là, à l'aube de la saison estivale, là, même si on ne se sent pas comme ça depuis quelques jours. Donc, évidemment, si vous voulez plus d'informations sur ces outils, vous pouvez consulter l'article d'actualité qui a été publié ou vous référer là, finalement au conseiller responsable. Dans un autre registre, là, un petit peu plus d'actualité, cette année, l'APSAM fête ses 40 ans et ça l'a mené finalement à différentes initiatives, dont la publication de notre toute première série de balados en santé et sécurité du travail. Par ces balados, on souhaite mettre de l'avant autant les défis, les opportunités en santé et sécurité dans le secteur, mais aussi les différentes solutions qui peuvent concrètes, innovantes là, pour répondre à ces enjeux. En fait, au travers de ces balados, pardon, on donne la parole à différents acteurs du milieu pour qu'ils puissent venir nous partager là, leur expérience et leur expertise. Le tout premier épisode est maintenant disponible. C'est un épisode d'environ une trentaine de minutes où justement des acteurs du milieu viennent partager leurs réflexions sur l'évolution, le progrès de la santé et sécurité dans le secteur municipal, sur les enjeux qui sont encore d'actualité, puis sur les pistes d'amélioration pour y répondre. Le deuxième épisode de notre série de balados devrait être publié prochainement. De son côté, celui-ci va porter davantage sur la prévention dans les petites organisations. On le sait, là, elles sont assez nombreuses dans le secteur municipal. Donc, par le partage d'initiatives qui ont été mises en place dans différentes organisations municipales, on souhaite inspirer finalement d'autres pour qu'on puisse justement faciliter la prise en charge là, par rapport aux enjeux qui peuvent être présents dans les plus petites organisations. Donc, l'ensemble des balados là, vont être disponibles dans la section publication de notre site web. Je vous ramène vers Slido. En fait, je vous pose la question suivante. Parmi les risques que vous voyez dans les choix de réponse, lesquels sont présents ou susceptibles de l'être selon vous dans votre travail? Donc, vraiment en lien avec les tâches que vous réalisez. Fait qu'on parle notamment de chute, glissade, trébuchement, violence en milieu de travail, posture contraignante ou statique, donc plus des risques en ergonomie, inhalation de produits dangereux, se faire frapper par un véhicule. On va laisser quelques secondes, là, le temps que les réponses puissent rentrer. Là, on voit déjà qu'il y a quelques réponses qui sont entrées. On voit que ça change un peu. Je vais descendre aussi ici. Pardon, je reviens. Donc, on voit un petit peu moins en bas, là, inhalation de produits dangereux, on est environ à 60 quelques pourcents. Ça bouge encore un petit peu. Je donne encore quelques secondes. Là, je vois qu'il y a des gens qui s'ajoutent encore dans le Slido. Chute, glissade et trébuchement qui
le risque, là, finalement, qui s'avère, selon les personnes qui nous écoutent, être le plus présent dans le cadre de votre travail, risque finalement qui représente, pour ceux et celles qui ne le savent pas, un champ lésionnel assez important, là, finalement, dans le secteur municipal depuis, en fait, ça se répète d'année en année. Posture contraignante statique, on peut penser notamment à travail de bureau, poste de conduite aussi. Violence en milieu de travail, on le sait, hein, dans le contexte municipal, on a à transiger avec de la clientèle également, se faire frapper par un véhicule. Donc, on voit que majoritairement, là, il y a quand même la majorité finalement de ces risques-là là, que les gens estiment qu'ils peuvent être présents là, finalement dans leur milieu de travail. En fait, une des initiatives aussi des 40 ans de l'APSAM, c'était de développer des bandes dessinées qui portent justement sur les risques qui sont susceptibles d'être présents ou sont présents dans le secteur municipal. En fait, en cohérence avec notre slogan des 40 ans, qui est 40 ans d'engagement, une vision d'avenir, on souhaitait avoir un outil un peu plus original, accessible pour sensibiliser, mais continuer d'informer le personnel municipal des risques qui peuvent être présents dans le secteur. Donc, il y a une bande dessinée qui porte là, plus spécifiquement sur des risques qui sont encore d'actualité pour chacune de nos 5 clientèles, que ce soit col blanc, col bleu, le personnel des sociétés de transport, les services de policiers et services de sécurité incendie. Mais on a également 3 bandes dessinées qui portent sur des risques qui ont été priorisés dans les prochaines années, là, notamment dans le cadre de notre planification stratégique. On parle des changements climatiques avec l'augmentation, mais pas uniquement, mais l'augmentation notamment des vagues de chaleur, également de la santé psychologique, incluant la violence en milieu de travail, et aussi l'ergonomie. Donc, je vous invite, ces outils-là sont aussi accessibles dans notre section publication de notre site Web, à les consulter, à les relayer dans vos milieux de travail, puisque ce sont des outils de sensibilisation et d'information qui peuvent aider au niveau de la prise en charge en santé et sécurité du travail. Donc, encore une fois, Hélène, je te renvoie la balle. Excusez-moi, je n'avais pas activé mon micro. Désolée. Donc, oui, en janvier dernier, nous avions publié un article d'actualité pour vous informer que 3 nouveaux outils sont maintenant à votre disposition pour faciliter la prise en charge des risques liés aux travaux à chaud sur les parois à l'extérieur d'un espace clos ou des travaux à chaud à l'intérieur d'un espace clos. Donc, parmi ces outils, on a un permis de travail à chaud, un document de support qui explique comment remplir le permis avec les références réglementaires et normatives, ainsi qu'une affiche à personnaliser qui est à apposer à chaque accès de l'espace clos lors de ces travaux. Donc, vous trouverez ces outils dans la section Plan d'action et outils utiles de la page Espace clos. Je passe maintenant la parole à Benjamin. Merci beaucoup, Hélène. Donc, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vois que vous êtes nombreux ce matin. C'est vraiment le fun d'avoir autant de gens qui participent à nos webinaires. De mon côté, en fait, j'ai quelques sujets d'intérêt que j'aimerais aborder avec vous. Je vais commencer, dans le fond, avec qui touche à la signalisation des travaux routiers. En fait, on vous présente ici, là, vous voyez à l'écran, dans le fond, la nouvelle version de l'outil d'aide à la prise en charge pour tout ce qui est intervention sur et en bordure de la voie routière et concernant la signalisation des travaux. Vous allez voir que pour chacune des étapes, dans le fond, de ce document-là de prise en charge, en fait, toute étape sera décrite et expliquée dans 5 capsules vidéo, des capsules là, qui ont été développées là, par ma collègue Diane Côté qui s'occupe du dossier. Et vous allez pouvoir trouver aussi plusieurs outils de travail qui sont disponibles pour vous aider à réaliser justement notre proposition de prise en charge là, dans le cadre de cet outil. Donc voilà pour la volet de la signalisation des travaux routiers. Ensuite, je poursuis dans le fond, je pourrais vous en parler longtemps parce que c'est mon dossier à l'APSAM, c'est ce qui touche à l'ergonomie, mais plus spécifiquement dans le fond pour le poste de conduite des chauffeurs d'autobus. On a parlé un petit peu plus tôt dans les actualités, là, Audrey vous l'a mentionné, on a déjà développé dans le fond différentes collections d'outils. On avait déjà fait col bleu, plus récemment on avait terminé la collection d'outils pour les cols blancs, donc avec fiche dans le fond aide-mémoire plus capsule vidéo. Puis maintenant, là, récemment, on a en fait déployé sur le site de l'APSAM en fait une nouvelle page, puisqu'il y a une page dans le fond par clientèle qui touche dans le fond les chauffeurs d'autobus.
vous allez trouver dans cette page-là, dans le fond, une fiche pratique, dans le fond, qui vise, dans le fond, l'ajustement de vraiment de votre poste de conduite. Donc, de façon, pardon, très précise, vulgarisée, avec des points de repère qui sont faciles, dans le fond, en fonction des modèles de siège que vous avez. Normalement, la fiche, ce qui est bien, c'est qu'elle couvre n'importe quelle situation de travail. Donc, ça devrait être relativement facile pour vous de vous ajuster. Et en ce sens, sur la fiche qu'on a ajouté aussi au verso de la fiche, vous allez trouver des codes QR. Le code QR directement de la fiche, donc si vous voulez la poser quelque part pour aller chercher la fiche directement dans vos véhicules, c'est possible. Mais sinon aussi, il y a des codes QR qui vont vous amener à 5 capsules vidéo différentes qui couvrent 5 types de sièges, dans le fond, qu'on a couverts en se disant qu'est-ce qu'on retrouve au Québec là, de façon plus systématique. Là. On parle des modèles de sièges-isserie, USSC, Recaro et le Boltar qu'on retrouve au RTC. Donc, je vous encourage fortement à l'utiliser, dans le fond, là, ça va vraiment vous aider pour avoir une meilleure posture et que ça soit plus facile de conduire les véhicules sur de longues périodes. Donc, voilà pour l'ergonomie. Ensuite, prochain point, en fait, c'est en lien avec la clientèle des services de sécurité incendie. Sachez que dans le fond, on a publié une nouvelle page web qui est intitulée « Foire aux questions, prévention des cancers pour pompières et pompiers ». Il faut que vous sachiez, dans le fond, que cette page-là est conçue un complément du guide, peut-être que vous connaissez déjà, c'est le guide sur l'entretien des vêtements de protection pour la lutte contre les incendies qui avait été publié par la CNESST l'année dernière, en 2024. En fait, cette page-là, elle vise, dans le fond, à répondre à, je dirais, vos principales questions, dans le fond, là, de tout au milieu de la sécurité incendie, pardon, en matière de prévention des cancers liés à votre travail, dans le fond. Sachez aussi, c'est intéressant que cette foire aux questions-là pourrait être bonifiée au fil du temps, dans le fond, en fonction des questions que vous allez soulever, donc des gens qui travaillent sur le terrain. Donc, soyez à l'aise là, si vous avez des questions supplémentaires de nous rejoindre, puis on voit l'intérêt d'ajouter, dans le fond, des éléments supplémentaires. C'est certain qu'on va le faire. Quelques exemples, dans le fond, de questions qui sont abordées, dans le fond, sur cette nouvelle page, puis je vous les lis directement. Qu'est-ce que la réduction préliminaire de l'exposition? Comment ériger un parcours de réduction de la contamination sur un site d'intervention? Ensuite, en quoi consiste la contamination sanitaire et quelles sont les recommandations à suivre? Et pour terminer, comment retirer adéquatement la cagoule pour éviter la contamination croisée? Donc, on vous encourage évidemment à aller consulter la page là, dès maintenant pour mieux comprendre c'est quoi les bonnes pratiques en fait pour la prévention des cancers là, dans les services de sécurité incendie. Donc, voilà. Moi, je termine ma petite section en lien avec quelques outils qui sont à venir. En fait, on vous invite à rester à l'affût le plus possible de qu'est-ce qui va être disponible prochainement. Là, vous voyez à l'écran 2 exemples d'outils, dans le fond, qui vont être rendus disponibles. Donc, sachez que le document de partage des responsabilités pour tout ce qui est intervenant là, dans une municipalité en santé sécurité du travail, on est en train présentement de faire une révision de ce document-là. C'est un document super important là, pour tout le dossier de la gestion en santé sécurité du travail. En fait, les modifications sont nécessaires parce qu'on doit, dans le fond, s'arrimer avec les nouvelles exigences là, de la modernisation du régime en santé sécurité du travail. Vous allez voir que parmi les changements, on trouve particulièrement la révision des responsabilités pour le comité de santé et sécurité du travail et aussi l'ajout de tout ce qui est en lien avec les représentants en santé et sécurité du travail, les RSS, et les agents de liaison en santé et sécurité du travail, les ALSS. Donc, document d'intérêt qu'on a très hâte là, de vous rendre disponible. Ensuite, deuxième élément, dans le fond, c'est une série de fiches qui vise, dans le fond, l'utilisation de la découpeuse AMERL par le personnel, dans le fond, des services de sécurité incendie, qu'on appelle, je pense, dans le secteur, beaucoup la DOM, la découpeuse à usage multiple. En fait, ces découpeuses-là, dans le fond, sont, vous le savez, là, pour les gens qui travaillent avec, sont quand même fréquemment utilisées pour de la découpe et autres. Puis le but, dans le fond, c'est de réduire les risques associés à l'utilisation de cet outil-là. Donc, on veut voir comment vous allez choisir le bon outil en fonction de la tâche qui est à faire. Ensuite, appliquer c'est quoi les bonnes mesures de prévention qui sont adaptées, mais bien sûr efficaces en lien avec l'utilisation de cet outil-là. Donc, on vous encourage vraiment à surveiller nos actualités et notre infolettre aussi, si vous n'y êtes pas inscrite, je vous encourage à le faire pour découvrir éventuellement les fiches là, lorsqu'on va les publier. Donc voilà, je vais céder la parole à ma collègue Hélène pour la suite. Merci. Merci, Benjamin. D'autres nouveautés sont prévues pour le dossier des espaces clos. Ces outils ont été travaillés en collaboration avec les autres associations sectorielles paritaires, l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail, l'École nationale des pompiers du Québec et l'Institut de protection incendie du Québec, soit un aide-mémoire pour savoir quoi faire en cas d'urgence, par exemple, selon le type d'alarme, quoi faire en cas de premier secours et de sauvetage en espace clos. On a aussi élaboré un protocole de communication qui sera personnalisé par chaque établissement ou service de l'organisation.
ainsi qu'un plan de sauvetage personnalisé qui comprendra des procédures de sauvetage type. Nous avons également tourné une douzaine de vidéos qui portent sur différents scénarios de sauvetage type en espace clos, de l'autosauvetage au sauvetage interne, au sauvetage externe, avec ou sans perche de récupération, combiné vertical, horizontal, avec stabilisation de la victime, avec ou sans atmosphère contaminée, etc. Donc, ce projet a été réalisé avec l'École nationale des pompiers du Québec et l'Institut de protection incendie du Québec, avec la collaboration du service de prévention des incendies de Granby. Donc, ces vidéos ont été aussi intégrées à nos formations espace clos. Donc, surveiller l'actualité, on devrait annoncer ça à la fin juin ou début juillet pour la mise à jour de nos formations. Mais ces vidéos ont aussi été intégrées et adaptées par l'École nationale des pompiers du Québec et l'IPIC pour former les pompiers qui seront désignés comme étant les travailleurs affectés aux opérations de sauvetage externes et internes. Donc, la formation des instructeurs est prévue à l'automne. Nous vous informerons dès que ces formations seront disponibles pour vos pompiers désignés comme étant les TOPS, travailleurs affectés aux opérations de sauvetage. Ainsi, chaque organisation municipale pourra répondre aux exigences de l'article 309 du règlement sur la santé et sécurité du travail pour assurer le sauvetage de leurs travailleurs dès que la situation le requiert. Maintenant, avant d'entamer la section sur l'offre de services de formation de l'APSAM, nous aimerions savoir quels dossiers en prévention sont actuellement priorisés dans votre organisation ou votre service. Donc, nous invitons à les écrire dans le code QR. L'ergonomie, la formation, les risques psychosociaux, création du comité de santé et sécurité, la maîtrise d'œuvre, plan de prévention complet, cadenassage, espace clos, cancer, ergonomie, santé psy. Donc, l'ergonomie prend une place prédominante, suivi du cadenassage, des formations, espace clos. Il y a encore 155 participants. Comité de santé et sécurité. Protection respiratoire, travaux routiers, signalisation, bien sûr. Comité de santé et sécurité. Donc, on voit que l'ergonomie prend une place prédominante. 217. Formation revient beaucoup aussi. Donc, ergonomie, formation, cadenassage, risques psychosociaux, santé psy. Parfait. Donc, je cède la parole à Audrey-Anne. Non, à Caroline, excusez-moi. Merci, Hélène. Bonjour, mon nom est Caroline Miron. Je suis directrice stratégie et formation. Comme la mission de l'APSAM, c'est de faciliter une prise en charge durable des risques présents par le milieu, je vais vous présenter dans les prochaines minutes notre offre de formation qui est très diversifiée et qui s'accompagne d'outils pour faciliter votre travail de prise en charge en santé et sécurité. La formation en santé et sécurité du travail, c'est une mesure de prévention qui vise l'acquisition de compétences et le développement de comportements sécuritaires chez les travailleurs. Pour être efficace et prévenir les risques, elle doit s'inscrire dans la mise en place d'un ensemble de mesures. Lorsque le milieu évalue ses besoins en formation, il y a certaines tâches ou différents types de travaux qui vont mériter une attention particulière, par exemple en raison soit des risques qui comportent de la fréquence d'utilisation des équipements, de la fréquence de réalisation des tâches, de la gravité des conséquences d'un accident, etc.
L'APSAM a développé un aide-mémoire pour soutenir les organisations municipales à chacune des étapes clés de l'organisation d'une formation en santé-sécurité. Cet outil est accessible sur notre page Formation en santé-sécurité du travail de notre site Web. Vous pourrez y trouver aussi une liste des formations obligatoires de notre secteur en vertu de la loi sur la santé-sécurité et de ses règlements. Nos formations sont reconnues pour être adaptées à votre réalité et à votre contexte. Nos contenus sont élaborés en tenant compte des activités de travail telles qu'elles se déroulent dans la majorité des situations vécues par les travailleurs, travailleuses des différents organismes du secteur municipal. L'APSAM a 28 formations en virtuel et en présence dans les milieux de travail dans une grande variété de thématiques, par exemple comme creusement, excavation, tranchée, les espaces clos, la signalisation des travaux routiers, la gestion de la prévention et les clientèles à défis difficiles ou agressifs. En 2025, il y a 2 nouvelles formations qui se sont ajoutées à notre offre de formation. La première, c'est clientèle difficile, sécurité en action. Cette formation s'adresse aux gestionnaires, aux superviseurs, aux travailleurs qui effectuent des déplacements sur le terrain, aux membres du comité de santé-sécurité et aussi aux représentants SST. La formation vise à développer la conscience des risques associés aux interactions avec la clientèle sur le terrain et à améliorer la prévention de ces risques-là. Les participants vont apprendre à identifier les menaces potentielles et à intégrer les principes de vigilance, prudence et réactivité. À travers des ateliers pratiques et des mises en situation, ils vont pouvoir affiner aussi leur stratégie d'intervention pour assurer leur protection. La deuxième formation qui est nouvelle, c'est la signalisation des travaux routiers pour gestionnaires planificateurs. Cette formation s'adresse aux gestionnaires et à toute personne qui planifie la signalisation des travaux routiers. Elle vise à outiller les apprenants à procéder à la planification de la signalisation des travaux de manière conforme en suivant la réglementation et aussi les directives de l'employeur, tout en tenant compte des risques et des impacts qui sont liés aux travaux et au milieu environnant. Cette formation couvre aussi la surveillance et la supervision des activités de signalisation des travaux routiers. En plus de ces 2 nouvelles formations-là, il y a 2 autres formations qui ont été mises à jour en début d'année, à savoir entrée en puits d'accès électrique. Cette formation-là, c'est le jumelage en fait des formations qu'on appelait anciennement PAE 1 et PAE Rappel. Il y a aussi la formation responsable de travaux en puits d'accès électrique, qui est l'anciennement la formation PAE 3. Il y a plusieurs formations qui vont être déployées dans les prochains mois. À partir du 1er juin, la formation signaleur routier exercer la fonction va remplacer notre formation actuelle de signaleur routier. Cette mise à jour permet d'intégrer davantage d'exercices pratiques. C'est pour ça que la durée va être ajustée à 7 heures et elle sera offerte seulement en présence. Avec cette nouvelle formation-là, l'APSAM souhaite renforcer les compétences des signaleurs en mettant l'accent sur la pratique, la vigilance et l'efficacité des opérations. Comme Hélène l'a mentionné tantôt, les 2 formations espaces clos ont subi une refonte majeure. La formation virtuelle va être déployée à la mi-juin et la formation en présence va être déployée vers le début du mois de juillet. Il y a aussi une formation en ligne d'une durée de 45 minutes pour personnes non qualifiées en sécurité électrique qui sera déployée d'ici l'été 2025. Cette formation s'adresse aux opérateurs de machines, au personnel d'entretien ménager, aux membres de CSS. Elle vise à identifier les dangers électriques et y associer une stratégie de prévention. Finalement, une nouvelle formation de signalisation des travaux routiers pour installateurs sera déployée cet automne et remplacera notre formation actuelle de signalisation des travaux routiers. La durée va rester la même, soit 7 heures. Sachez que l'APSAM travaille continuellement pour maintenir une offre de services en formation accessible, variée et aussi adaptée à la réalité de votre secteur. Notre équipe demeure disponible pour vous soutenir dans l'identification de vos besoins de formation et leur mise en œuvre. Je vais laisser poursuivre Christine pour la période de questions. Oui, bonjour tout le monde. Merci à tous et à toutes là, qui avez présenté soit des changements réglementaires ou encore des nouveaux outils. Avant de commencer la période de questions, c'est intéressant de voir que ce matin, là, on était autour de 580 personnes quand même à assister au webinaire. Donc, merci vraiment de votre participation. C'est toujours très apprécié. Je vais prendre en fait
peut-être une petite minute là, pour présenter, pour donner une précision concernant les responsables de dossier versus les conseillers régionaux à l'APSAM, parce qu'il y a un participant qui se demandait là, qui était le responsable du dossier pour les services de sécurité et incendie. En fait, vous avez vu dans chacune des diapos, on mentionnait soit le responsable du dossier ou encore le responsable de la clientèle, mais sachez que c'est toujours possible d'adresser finalement votre question au conseiller de l'APSAM qui est attitré à votre région, donc votre conseiller régional. Donc, on est 9 conseillers à l'APSAM et on est tous et toutes attitrés à une ou plusieurs régions du Québec. Donc, si vous avez des questions, la porte d'entrée peut très bien être le conseiller régional. Ici, le conseiller régional a besoin de soutien de son collègue qui a une expertise particulière dans un dossier ou encore avec la clientèle, bien, ce sera possible pour lui ou pour elle de faire le lien avec le conseiller responsable du dossier. Je vais me permettre également d'adresser une question qui a été posée et d'y répondre. En fait, Caroline, c'est concernant la formation, mais comme c'est dans un de mes dossiers, je vais prendre la balle au bon. Une personne demandait si on avait une formation pour une personne violente armée, là, finalement, active en milieu municipal. Donc, ce que je comprends, c'est une formation pour préparer probablement les travailleurs-travailleuses advenant le cas où il y aurait un tireur actif, là, ou quelqu'un d'armé là, qui se présenterait finalement à la municipalité. On n'a pas de formation qui s'adresse à cette question-là. En fait, je vous recommanderais là, de valider avec votre service de police, soit municipal ou encore provincial, pour avoir du soutien pour développer des façons de faire en lien avec ce type de situation-là ou encore s'ils peuvent offrir là, une certaine formation à vos travailleurs et travailleuses. Donc, j'y vais maintenant avec une question qui s'adresserait à toi, Hélène. En fait, c'est une double question. Est-ce que tu peux préciser les seuils des alarmes à programmer sur un détecteur multigaz? Et dans le fond, en lien avec cette question-là, quelqu'un demande une précision pour savoir si la modification du pourcentage là, du taux d'oxygène s'applique seulement aux espaces clos ou encore c'est en lien là, avec finalement n'importe quelle circonstance où le détecteur doit être utilisé. Est-ce que c'est la même valeur du taux d'oxygène qui s'applique? Donc, premièrement, pour les espaces clos, c'est la section 26 du règlement sur la santé et sécurité du travail qui s'applique. Il y a aussi une section dans le RSST qui porte sur la qualité de l'air de façon générale. Rapidement, par cœur, c'est peut-être autour de l'article 40, là, le taux d'oxygène dans un établissement doit jamais être inférieur à 19,5 %, okay? Parce que ça commence à indiquer qu'il y a une déficience en oxygène qui pourrait créer un risque d'asphyxie. Donc, c'est un début de risque, OK? Donc, en espace clos, c'est vraiment l'article 302 qui s'applique. Donc, pour la valeur d'oxygène, sachez qu'il y a 2 seuils d'alarme. Il y a la basse alarme qui est maintenant à 19,5 % dès le 5 juin. Puis la haute alarme est à 23 %. Il n'y a pas de seuil de haute alarme dans le RSST pour le taux d'oxygène, mais si on se réfère aux normes NIOSH en lien avec les situations des IVS, puis les normes en lien avec le travail à chaud, on recommande généralement 23,5. Donc, on va publier un article à cet effet prochainement. On attend juste les commentaires de la CNESST pour le publier. Justement, pour expliquer c'est quoi les seuils d'alarme en espace clos versus en établissement. Donc, nous, on recommande de fixer la basse alarme en établissement et en espace clos à 19,5 % dans les deux cas et à 23 % dans les deux cas. Pour ce qui est de la limite inférieure d'explosivité, c'est maintenant rendu à 5 %. Il n'y a pas de haute alarme de prescrite dans le RSST, mais on recommande 10 % parce que c'est un seuil d'IVS dans le guide sur le choix de la protection respiratoire de l'IRSST et qui réfère à la norme NIOSH.
Pour ce qui est des contaminants susceptibles d'être présents, c'est vraiment les valeurs à l'annexe 1 du RSST, de la VEMP et de la VECD qu'on applique instantanément. Donc, pour le H2S, sachez que maintenant, la base alarme est à 8 ppm et qu'il y a une valeur plafond à ne pas dépasser de 10 ppm qui va être notre valeur de référence pour la haute alarme. Donc, pour le monoxyde de carbone, c'est à 35 ppm, mais la haute alarme qui correspond à la VECD est maintenant rendue à 175 ppm. Mais certains fabricants vont recommander un seuil de haute alarme, un chiffre inférieur. Des fois, on va voir 50, 75 ou 100 ppm. Donc, l'important, c'est pas tellement la haute alarme, c'est la basse alarme. Donc, dès que ça sonne, on ne rentre pas. Puis, si ça sonne, puis on est présent, on évacue rapidement l'espace clos. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions, Christine? Je peux peut-être prendre un mal au bon, là, en fait, étant donné que j'ai accès aux questions-réponses également. Une des questions qui a été posée, c'était de savoir si une personne qui a un DEP, finalement, au niveau de l'arboriculture, là, serait correcte pour obtenir le certificat. En fait, par rapport à ça, comme je le disais, il y a encore beaucoup de précisions à avoir sur le processus, étant donné que c'est géré par Emploi Québec. Ce qu'on a su, finalement, en date d'aujourd'hui, c'est qu'il y aurait peut-être une reconnaissance des acquis là, qui serait possible, à savoir comment ça va être géré, comment ça va être fait. On n'a pas encore le détail, mais ça ne veut pas dire systématiquement, là, parce qu'on soit des questions là-dessus, que l'obtention du certificat va se passer automatiquement par le suivi d'une formation, par exemple, avec la réussite d'un examen. Donc, c'est ça, il y aura un processus en 2 temps avec une potentielle reconnaissance des acquis et ensuite, on va être dans un processus plus standard de compagnonnage et d'apprenti. Mais évidemment, quand on aura plus de précision sur le processus, là, on va communiquer ça à l'ensemble de la clientèle. Merci, Audrey-Anne. Hélène, je reviens à toi par rapport à une question sur la formation espace clos. Pourriez-vous me dire si la formation sur la caractérisation des espaces clos sera disponible prochainement? On souhaite de tout cœur le produire le plus rapidement possible. C'est qu'on attend encore des réponses de la CNESST sur des questions cruciales comme l'évaluation de la contrainte thermique en espace clos, de poussière combustible. Aussi, au niveau de la ventilation, on a demandé à la CNESST de préciser certaines informations qui sont cruciales pour outiller les personnes qualifiées. Donc, il faut savoir que une personne qualifiée, c'est un ensemble de personnes compétentes et expérimentées qui peuvent avoir des qualifications dans différents corps de métier et que c'est l'ensemble des personnes qualifiées qui forment l'équipe. Donc, c'est très multidisciplinaire, puis il faut savoir qu'à chaque tâche qu'on effectue en espace clos, on génère un nouveau risque qui n'était peut-être pas là initialement. Puis, l'environnement extérieur de l'espace clos peut aussi engendrer d'autres risques à l'intérieur de l'espace clos. Donc, c'est un domaine sans fin là, d'évaluation. Et oui, on travaille très fort à documenter là, cette formation-là. Puis, on espère la rendre disponible en 2026. Donc, je travaille en collaboration avec les autres associations sectorielles paritaires et l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail pour bien documenter et bien outiller les personnes qualifiées qui ont à répondre aux exigences de l'article 300 du règlement sur la santé et sécurité du travail. Donc, c'est un immense travail, mais ça s'en vient. D'ici là, si vous avez des questions pour caractériser des espaces clos, n'hésitez pas à me contacter. Je peux quand même vous informer, vous outiller pour que vous puissiez vous assurer que la gestion des interventions en espace clos se fasse de façon sécuritaire. Merci. Hélène, ferme pas ton micro trop vite. J'ai une autre question concernant espace clos que j'essaie de retrouver
Je suis désolée, là, j'essaie de gérer en même temps les questions qui rentrent. Je vais y aller, je ne la retrouve pas. Je vais la retrouver, puis je vous reviens. Donc, Benjamin, ce serait pour toi. Donc, le volet ergonomie pour les véhicules de conduite là, est en demande dans mon milieu. C'est cependant en lien avec des camions 10 roues au service des travaux publics et les camions là, du service de sécurité incendie. Est-ce que des fiches seront produites pour ce type de véhicule ou si les fiches récemment publiées en lien avec l'ajustement du poste de conduite peuvent être utilisées pour nos véhicules? Merci, c'est une excellente question. Ça permet de faire la promotion de ce qu'on a déjà fait ou ce qui est à venir. En fait, si vous allez dans le fond sur le site de l'APSAM, dans l'onglet risques, puis vous choisissez les risques ergonomiques, vous allez avoir 4 choix. Dans les 4 choix, il y a poste de conduite. Puis dans le poste de conduite, ce qu'on a déjà dans le fond déployé, c'est la page col bleu, la page col blanc et la page chauffeur d'autobus. Dans la page col bleu, en lien avec la question, je pense que c'est Jessica qui posait la question. En fait, on a effectivement déjà une fiche dédiée pour les cols bleus. Donc, qui couvre dans le fond les sièges ou le type de siège avec tous les types de composants d'ajustement possibles qu'on peut retrouver chez les cols bleus. Et on a déjà 3 capsules, dont une spécifiquement justement sur le camion 10 roues. Donc, la capsule, elle existe déjà. Il y a aussi une capsule dans une chargeuse ou, si vous préférez, un loader en bon québécois. Puis une pour un tracteur, dans le fond. Donc, il y a déjà 3 capsules qui ont été développées pour le volet col bleu. On a mentionné un petit peu plus tôt pour le volet col blanc, dans un véhicule avec un siège qui est électrique versus un siège qui est mécanique, puis aussi un qui avait un terminal véhiculaire. Puis ce qu'on est en train de développer présentement, dans le fond, c'est la fiche et les capsules pour la police, dans le fond, les patrouilleurs qu'on est en train de développer actuellement. Puis éventuellement, on verra si le groupe de liaison pour les services de incendie veulent aller de l'avant pour le développement de leur fiche avec leur capsule en lien avec leur véhicule. Donc ça, on verra en temps et lieu. Mais c'est sûr que dans un monde idéal, on aurait des collections pour nos 5 clientèles, nos 5 grandes clientèles, col bleu, col blanc, policiers, pompiers, société de transport. Donc, ça serait bien là, de clore, mais ça va appartenir au groupe de liaison là, de prioriser le dossier en temps et lieu. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Ben. J'ai une question par rapport au changement réglementaire. En fait, puis je sais que ma collègue Annie-Claude là, est avec nous dans le cadre du webinaire. Donc, Annie-Claude, peut-être que tu pourrais répondre à cette question-là concernant, en fait, la question, c'est quoi les modifications réglementaires au sujet des appareils de levage de personnes? Merci pour la question. Effectivement, changement réglementaire qui a été publié à l'automne dernier. Je référais la personne qui a posé la question, notamment à l'actualité qui a été produite, qui présentait les changements réglementaires, mais tu sais, notamment là, que puis seulement vous dire que les changements réglementaires sont vraiment dans le Code de sécurité pour les travaux de construction, donc tout ce qui est pour les notions de chantier de construction. On est venu préciser notamment tout ce qui est en lien avec la formation des opérateurs d'appareils de levage, de plateformes de travail élévatrices. Donc, on est venu préciser notamment les notions entourant la formation initiale, la formation de rappel, mais aussi la familiarisation sur le terrain. Donc, rendez-vous dans notre section actualité. L'actualité date du mois de septembre, donc vous serez en mesure de retrouver l'actualité qui reprend l'essentiel des changements réglementaires. Merci, Annie-Claude. Donc, pour Audrey-Anne, maintenant, une question en lien avec l'abattage d'arbres. Donc, est-ce que l'abattage d'arbres entre dans le cadre finalement de l'arboriculture, probablement en lien avec les changements réglementaires? Puis une autre question, Audrey-Anne, si tu veux y répondre, vu que tu auras la parole, sinon je pourrais le faire. Pourriez-vous nous en dire davantage sur la formation obligatoire des membres de comité de santé et sécurité qui sera en vigueur sous peu? Oui, donc première question en lien avec les travaux d'arboriculture. Au niveau de la nouvelle section dans la RSST qui porte spécifiquement sur ces travaux, il y a une définition de qu'est-ce que ces fameux travaux d'arboriculture. Et oui, en fait, l'abattage manuel d'arbres hors forêt est visé. Donc, ça fait partie des travaux qui sont concernés par cette section-là et pour lesquels éventuellement il y aura l'obligation de détenir un certificat de qualification. Il y a d'autres exigences là aussi qui sont prévues pour ces travaux-là dans cette section. On parle plus du certificat, mais sachez qu'il y a quand même une majorité, en fait, la majorité, le reste là, des exigences sont en vigueur, donc ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil si ça n'a pas déjà été fait.
En lien avec la question pour la formation pour les membres de comité santé-sécurité du travail, un peu comme je l'expliquais tantôt, en fait, on est dans un projet de loi actuellement qui pourrait potentiellement reporter la date d'entrée en vigueur de ces exigences-là de formation pour les membres de comité santé-sécurité, mais pour aussi, par exemple, les représentants en santé-sécurité et les agents de liaison. Mais actuellement, comme le projet de loi n'a pas été adopté, là, il n'y a pas de certitude du report là, de ces nouvelles exigences. Donc, ce qu'on sait au niveau de la formation, et encore là, c'est prévu dans un projet de règlement, là, donc il y a quand même de l'incertitude, mais c'est que ce serait une formation de 7 heures là, avec des sujets prédéterminés qui pourront être offertes par des organismes qui seront reconnus par la Commission de la santé et sécurité du travail. Donc, j'imagine que selon aussi l'adoption du projet de loi, est-ce que ce report-là va être confirmé, modifié? On va mieux connaître là, les prochaines étapes. Mais actuellement, là, ce qu'on sait, là, ce qui est public, là, c'est que c'est une formation d'une journée qui va être obligatoire. Et en fonction de la nature des activités qui vont être faites dans l'établissement, le délai pour se confirmer sera variable dans les prochaines années. Parfait. C'est ce qui complétait ma réponse. Merci. Il nous reste 5 minutes, donc je prendrai en fait peut-être 2 dernières questions qui s'adresseraient à Caroline par rapport à l'offre de formation. Donc, 2 questions. En fait, premièrement, est-ce que des dates vont bientôt sortir pour la formation signalisation routière, exercer le métier? Puis une autre question par rapport à la formation, le travail en hauteur, mais tu peux peut-être, Caroline, si tu veux répondre à la première question, puis je t'adresserai la deuxième par la suite. Donc, pour la première question, en fait, comme la formation signaleur routier, exercer la fonction va se donner seulement en présence, vous pouvez dès maintenant vous inscrire là, sur le portail Espace Formation. Donc, vous allez sur la page web formation, là, la page de l'APSAM, vous cliquez sur s'inscrire, puis vous suivez les différentes étapes, puis vous allez pouvoir vous inscrire de cette façon-là. Parfait, merci. Puis l'autre question, ben, je l'adresse. Caroline, tu verras si toi ou peut-être Annie-Claude, là, tu pourrais apporter des précisions. Ça concerne, en fait, on demande si l'APSAM a une formation reconnue pour le travail en hauteur, là, notamment pour le montage, démontage d'échafaudage, pour se conformer au Code de sécurité pour les travaux de construction qui exigent la supervision d'une personne qualifiée. Non, malheureusement, on n'a pas cette formation-là dans notre offre de service, mais je prends note là, du besoin qui a été mentionné. Là. Parfait. Super. Donc, ça ferait le tour des questions de mon côté. Il nous reste 3 minutes. Donc, Guylaine, je te passe la parole pour le mot de la fin. Merci à toute l'équipe. Ceci marque la fin de notre présentation. Nous espérons qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a permis d'acquérir des informations concrètes ainsi que des outils pertinents pour amorcer ou encore bonifier vos actions en matière de prévention. N'hésitez pas à communiquer avec nous ou à consulter notre site web si vous avez des questions concernant la SST. Avant de se quitter, nous aimerions connaître votre appréciation du webinaire. Un code affiché à l'écran vous dirige vers un court sondage. Merci de prendre vraiment quelques minutes pour le remplir, pour nous faire part de vos commentaires. Vos retours sont toujours très précieux et nous permettent de nous améliorer. Sur ce, au nom de toute l'équipe, je vous remercie grandement pour votre participation, très nombreuse, et vous souhaite une excellente journée. Merci.